Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, vous faites partie de ces seconds rôles du cinéma dont l'importance de la filmographie est telle que dans le classement du nombre de films tournés, vous figurez parmi les premiers. Vous le devez à votre travail et pas à un miracle, même si Dieu est présent dans une comédie qui sort demain et dont vous êtes l'une des têtes d'affiche. Bonjour Philippe Duquesne. Bonjour. Alors on parlera tout à l'heure de De mauvaise foi, un film dont vous êtes l'une des têtes d'affiche qui sort demain. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Oui. Et votre parcours, vous avez fait un nombre incroyable de choses. On vous connaît, mais on vous connaît pas vraiment, donc on va essayer de vous découvrir. C'est ça, c'est un peu le principe du second rôle. Voilà. Tout le monde le connaît, mais bon. Alors on va essayer de percer le mystère. Première date, le 15 juin 1993. Première diffusion de cette série culte. Les des chiens, ça a commencé Oui. sur Canal+ le 15 juin 93. Vous voyez, je savais même pas moi-même. Alors là, j'aurais été incapable de le dire. Et le premier épisode diffusé, c'est Ras-le-bol. Ah oui, d'accord. Je vois. Mais c'est vrai que c'était étonnant pour une série qui commence et qui par Ras-le-bol. Exactement. Oui, oui. Puis surtout, on ne sait pas tout à fait de quoi il s'agit en plus. Non. Ils en ont marre, mais on ne sait pas de quoi. Voilà. Alors, il se trouve que cette série, bon, il y avait Monsieur Morel, français Oui. moyen, hermétique à la modernité, un peu raciste. Mhm. Il y avait, et puis il y avait Madame Morel, et puis il y avait leur fils, qui est incompris par ses parents. Ouais. Et puis vous êtes, vous, le meilleur ami de Monsieur Morel. Oui, si on peut dire, en fait, on changeait les rôles, c'est-à-dire que je pouvais être l'ami, je pouvais être le parrain aussi du fils, voire la tata, parce qu'on se déguisait en dame aussi. Donc, on n'avait pas qu'un rôle finalement. J'étais vraiment... on avait plein de personnages différents. Et tout a commencé, je crois, parce qu'un jour vous avez entendu une émission avec Jérôme Deschamps à la radio. Oui, effectivement. C'est-à-dire que je commençais, moi j'avais quoi, 15-16 ans, je commençais le théâtre en province, dans ma petite ville de Béthune, et puis donc je m'intéressais au théâtre, mais il y a certains théâtres qui ne me convenaient pas, et j'ai entendu cette émission, j'ai dit mais c'est ça que je veux faire, c'est ce théâtre-là que j'ai envie de faire. Je suis allé voir les spectacles et puis effectivement ça m'a donné beaucoup envie. Oui, d'autant plus que vous avez proposé à Jérôme Deschamps de venir le voir et qu'il a hésité, puis alors il vous a engagé. C'est-à-dire que moi après j'ai su qu'il faisait des stages pour rencontrer les acteurs, donc je lui ai écrit une lettre toute simple. Il m'a répondu en me disant que le jour où il ferait un stage, il m'appellerait, ce qui s'est passé. Et à la fin du stage, en fait, il m'a dit c'est bon, je te prends pour le prochain spectacle. Oui, car vous avez fait avant Les des chiens beaucoup de spectacles de Jérôme Deschamps. Ah oui, bien sûr. Pendant des années. Voilà, oui, pendant 4-5 ans, Ouais, c'est ça. de 88 à 93. Et Jérôme Deschamps, bon, c'est le neveu d'Hubert Deschamps, qui Oui. était un comédien culte, Formidable. second rôle des années Oui, 80, oui. et aussi le petit cousin par alliance de Jacques Tati. Oui, Et on ne le sait pas, mais c'est lui qui a permis à Jacques Tati de revenir aujourd'hui au goût du jour, grâce à ces films qu'il a restaurés. absolument. Oui, oui, c'est lui qui a les droits de tout ça et donc qui a travaillé sur la restauration des films et sur la diffusion dans le monde. Exactement. Alors, grâce à Jérôme Deschamps, vous avez découvert un univers totalement absurde. Voilà, mais je le savais, c'est ce que je cherchais. Mais, absurde, mais en même temps, c'est un absurde qui part vraiment de la réalité. Ça n'est pas absurde pour être absurde, si vous voulez. C'est une façon de voir la vie, quoi, je dirais plutôt. Alors, Philippe Duquesne, je sais que Les Deschiens, vous arriviez le matin, vous ne saviez pas ce que vous alliez tourner le jour même. Absolument, on arrivait les mains dans les poches, et puis entre les dates de tournée, finalement. Oui. On faisait ça dans les trous, quand on était un peu libre, parce qu'on tournait énormément. Et donc, quand on ne tournait pas, on faisait de temps en temps une journée, allez, on fait une journée Les Deschiens, et on arrivait, qu'est-ce qu'on fait il dit, aujourd'hui, tiens, tu vas faire le parrain, et puis le petit, il a fait une connerie, n'importe quoi, et puis on partait comme ça. Alors, c'est vraiment de la pure impro. Une fois qu'on avait fait ça, on regardait tout de suite après ce qu'on venait de faire. On se disait, bon, ça c'est nul, on enlève. Ça, par contre, ça c'est bien, ça c'est bien. Et au bout de 4-5 prises,
on avait la bonne prise, quoi. Et vous n'imaginiez pas que Les Chiens allaient durer aussi longtemps, Philippe Duquesne? Aussi longtemps, non. Au tout départ, non. Surtout que, bah déjà, il y a que Canal qui pouvait nous prendre parce qu'on n'aurait été pris, jamais été pris sur aucune chaîne. Et puis, les gens au départ se demandaient ce que c'était que ce truc, parce que à l'époque, la télé, il fallait que ça bouge, que ce soit très dynamique et tout ça. Nous, c'était une caméra, plan fixe et plan séquence, sans coupure. Donc, c'est difficile de faire plus simple. Et donc, c'était pas du tout dans le vent, si vous voyez, cette façon de faire. Et Canal ont tenu. Et puis, à force de tenir, après, c'est devenu un truc qui est presque culte aujourd'hui. On faisait des soirées des chiens dans les familles. Absolument. C'est extraordinaire. Oui, tout le monde en des chiens. Oui, les jeunes, ils faisaient ça aussi, des soirées des chiens. Bon. C'est des souvenirs fabuleux. Ah oui. Ouais. Alors, vous avez parlé de Béthune. C'est vrai que tout a commencé à Béthune où vous êtes né. Et je crois d'ailleurs, Philippe Duquesne, que la spécialité, c'est le fort de Béthune, qui est un fromage très particulier. C'est un fromage fait à partir de restants de fromage malaxé avec un peu d'épices, de vin blanc et d'alcool. Et c'est une spécialité de votre ville natale. Vous ne saviez pas? Non, je ne savais pas. C'est pas quelque chose qui sort des chiens, ça, non? Non, c'est la vérité. C'est vrai? Eh oui. Vous me l'apprenez, c'est incroyable. Ça donne envie, en tout cas. Exactement. Alors, votre amour du cinéma, Oui. vous le devez à un acteur que vous avez découvert et dont vous allez reconnaître la voix. Quand j'étais jeune, les miens ne voulaient pas admettre que j'étais un jeune premier amoureux. Et cependant, j'étais jeune, j'étais premier et j'étais amoureux. Louis Jouvet. C'est vrai que vous avez été marqué. C'est génial, la réplique. Comment il a une façon de dire les choses. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il vous a marqué, Louis Jouvet, Philippe Duquesne. Beaucoup. Ah oui. Pour moi, c'était... l'acteur, quoi. Oui, j'ai complètement fan et fasciné par cet acteur. Vous l'avez découvert au cinéma? Au cinéma, à la télé, dans les films que je voyais à la télé, parce qu'il n'y avait pas 36 cinémas aussi à l'époque. Et donc, je sais pas, c'était un acteur qui me fascinait. Et donc, qui m'a donné envie de devenir moi-même acteur. Et il était la modestie incarnée. Il a dit un jour: je n'ai pas ce qu'au théâtre on appelle des moyens, j'ai un physique désagréable, je suis trop maigre, j'ai un visage de bois, une voix monotone, mais je tâche de rattraper ça par le travail. C'est vrai qu'il travaillait énormément. Oui. Et vous aussi, vous avez commencé à travailler. Je crois que tout en faisant vos études, vous avez fait des stages d'expression corporelle. À Béthune. Oui, absolument. Oui. Oui, dans la compagnie dans laquelle j'étais, c'était la compagnie de la Montrance. Et donc, entre autres, on faisait... il y a des gens qui venaient de temps en temps dans la compagnie. Et une fois, on a fait un stage d'expression Et corporelle. c'est comme ça qu'on apprend le métier. Absolument, tout est bon à prendre, je dirais. Et à l'époque, vos études, c'était plutôt pour vous diriger vers le tourisme, je crois. Vous êtes bien renseigné. Oui, absolument, j'ai fait un BTS tourisme. Parce que je me disais que c'était assez cool comme étude, Oui. tourisme. Et puis, mais j'avais toujours en tête le théâtre. Et une fois que j'ai eu mon bac, je suis allé à Paris pour l'excuse des études de droit. Oui, Moi, j'ai dû y aller 2-3 fois. quand même. Pour bien me rendre compte que c'était vraiment pas pour moi. Et mais pendant ce temps-là, j'ai essayé de rentrer dans une école de théâtre et j'ai fait tous les boulots, quoi. Oui, mais en même temps, vous avez été recalé 2 fois dans des écoles de théâtre au second tour. C'est Absolument, et pas des moindres. C'était le conservatoire Oui. et l'école du TNS, c'est-à-dire du Théâtre National de Strasbourg, qui sont les 2 grandes écoles publiques françaises. Voilà, et à chaque fois, je me suis planté au second tour. C'est pas décourageant, ça? C'est décourageant, mais pas suffisamment pour m'arrêter. Et je crois qu'il y a une école qui vous a admis, finalement, Philippe Duquesne, c'est Théâtre en Acte. Oui, c'est C'est ça. une école peu connue, d'ailleurs. Peu connue, qui n'existe plus, mais c'était une très bonne école dans le sens, c'est-à-dire que ça marchait par intervenants, ou des grands ateliers, mais de 3 mois. Et ça, pour apprendre, c'est formidable. Voilà. En même temps, effectivement, pour payer votre chambre de bonne, vous faisiez des petits boulots. Je crois que vous avez travaillé chez McDonald's Entre autres, oui. et chez Gilbert Jeune, qui est une librairie très célèbre. Tout à fait. J'étais plutôt dans les hangars où je portais les livres, et c'est lourd, hein, je vous le confirme.
Surtout que Mais- c'était les livres d'occasion pour les écoles. Oui. Et c'est ce qui a fait le succès de cette maison d'édition, de cette librairie ici, Hubert Jeune. Quand Jules Ferry a rendu l'école obligatoire, ils ont commencé à se lancer dans le livre d'occasion scolaire. Ah, et c'est oui, comme ça que d'accord. ça a marché. Ok, je ne savais pas. Alors finalement, vous avez découvert à Paris une autre vie que celle du Nord, parce que le Nord, il y avait une certaine chaleur aussi à Béthune, une complicité, une amitié. Ah oui, forte. On fait un peu avec les moyens du bord et ça crée une solidarité, oui, une amitié, quoi, une vraie amitié. Et c'est vrai qu'en allant à Paris, je me suis retrouvé du jour au lendemain un peu tout seul. Voilà. Ouais. Mais ça s'est arrangé parce que vous vouliez faire ce métier. Exactement, j'étais bien, ça ne me gênait pas plus que ça. Je faisais ce que j'avais envie de faire. Eh ben voilà. Voilà. Et vous l'avez fait. Et il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 20 janvier 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Duquesne. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Philippe Duquesne. Nous parlerons tout à l'heure de ce film de mauvaise foi qui sort demain, une comédie Oui. dont vous êtes l'une des têtes d'affiche. On a évoqué vos débuts dans Les Deschiens, série culte, puisque vous étiez Monsieur Duquesne, votre C'est ça, vrai nom. ouais. Et puis, Ou Madame Duquesne. Madame Duquesne, Ça selon les jours. dépendait. C'était pas encore à la mode, mais c'était comme ça. Ouais. Et puis, il y a une autre date importante dans votre carrière, c'est le 20 janvier 2010, la sortie de ce film. Au 56. Gainsbourg, une vie héroïque. Vous jouez dans ce film, vous jouez Lucky Sarcelles. Oui. C'est le Le film de Joyce de Sfar. Johan Sfar, voilà. Et voilà qui était un personnage qui tenait chez Madame Arthur. Oui. Voilà, un travesti, c'est un travesti. Et donc j'ai chanté en travesti une chanson de Gainsbourg inconnue. Alors il se trouve que vous êtes arrivé dans ce film, c'était pour vous une consécration parce que Gainsbourg, vous faites partie de ses fans depuis toujours. Oui, absolument. Depuis enfant, j'étais fan déjà. Et d'ailleurs, dans l'épisode 92 des Chiens, vous imitez Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Vous êtes avec Yolande Moreau totalement en larmes. Oui, oui. Et vous avez la cigarette que vous arrêtez pas d'allumer. Ouais. Comment c'est venu cette séquence? Eh ben, c'est Jérôme Deschamps qui, comme ça, en tournée, quand on était beaucoup ensemble, de temps en temps, je m'amusais à imiter Gainsbourg. Et donc, tout simplement, il dit, on va le faire. Voilà. Voilà. Et je suis venu te dire que je m'en vais. On dit que c'est une chanson pour le départ de Jane Birkin, ce qui est totalement faux. En fait, c'était à l'hôpital américain avec sa première crise cardiaque. Et persuadé qu'il allait mourir, il a écrit cette chanson. Ah vous me l'apprenez. Voilà. Alors là, j'ai les bras m'en tombent. Ah non, mais c'est intéressant de savoir ça. Oui, c'est bien. Alors Oui. d'autant plus que Gainsbourg, je crois que vous l'avez rencontré et qu'il y a une chanson qui a marqué vos jeunes années. La Mikao, ma Mikao. Cette chanson a marqué vos jeunes années, je crois, Philippe Ah Duquesne. oui, oui. J'adorais cette chanson parce qu'elle elle est pleine d'humour, elle est gaie, elle est plutôt dansante, et drôle, et en même temps, elle est très bien faite, mine de rien. C'est très bien écrit, comme tout ce qu'il faisait d'ailleurs. Je crois que c'est un des premiers disques que vous ayez acheté. C'est mon premier disque, Voilà. voilà, mon premier 45 tours. Alors, il se trouve que cette chanson, au départ, c'est une chanson qu'il avait écrite pour une émission de télévision en 67. Et Ouais. comme il n'avait pas de succès, il a dit, il faut une chanson populaire. Il a repris cette chanson d'un film et il l'a réenregistrée et c'est devenu le tube de l'été. Et dans les cours de récréation, on chantait la Micaouette. C'est ça. Et on le reconnaissait Ouais. dans les rues. Oui. Mais vous l'avez rencontré, Gainsbourg, en plus? Non, Quand vous aviez 10 ans, vous ne l'avez pas croisé un jour? non, Parce qu'on raconte que vous l'avez rencontré. Jamais. jamais. Bon. Mais en même temps, vous avez été proche de Gainsbourg, et je crois qu'il y a même un film de Jean Becker où vous avez tourné et qui évoque Gainsbourg. Elisa, saute-moi au cou. Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce. Là aussi, c'est une chanson que vous aimez beaucoup. Beaucoup. C'est tellement bien écrit, la mélodie est formidable. Enfin bon. Et en plus, vous avez tourné dans le film de Jean Becker qui porte Oui. ce titre. C'est ça, Elisa. Voilà. Et vous avez pensé à Gainsbourg en tournant ce film? Écoutez, moi, je faisais le rôle d'un patron de bistrot, Oui. donc j'étais un peu loin de... mais j'étais très content de tourner dans un film où la bande musicale, c'était cette chanson-là. J'étais très content. Et cette imitation de Gainsbourg, c'est venu comment?
Je ne saurais pas vous dire, c'est naturellement. Comme d'autres gens imitent quelqu'un qui... Voilà, ça vient naturellement, c'est pas un travail, quoi. Je pourrais pas vous dire. D'autant plus qu'à l'antenne, il parlait comme ça, faisant son numéro, mais Ouais. dans la vie, dès que les micros étaient coupés, je l'ai connu, il parlait Ah bon tout à fait normalement. C'était un d'accord. numéro permanent. Oui, oui. C'était inventé en permanence. De même, tout ce qu'il a fait, c'était un numéro réglé au départ par Jane Birkin, qui a été très précieuse dans sa carrière. Alors, et je crois qu'il y a eu un jour aussi une carte blanche du Centre Pompidou. On vous a proposé de faire un spectacle sur Gainsbourg. Absolument. Oui, 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 oui. Et, Racontez-moi ça. en fait, c'est une metteur en scène qui devait faire quelque chose, je me souviens plus de son nom, je suis désolé. Elle savait pas trop faire, il lui fallait une soirée. Elle me dit, tu peux pas faire quelque chose, tu veux bien faire quelque chose? J'ai rien sous le bras. Elle fait n'importe quoi. Je fais, ah bah tiens, si tu veux, je te fais quelques chansons de Gainsbourg. Ah ouais, formidable. J'ai dit, voilà, on va répéter un petit peu, on va faire 1 heure de Gainsbourg. Allez. Avec des chansons que le public ne connaissait pas vraiment. Voilà, certaines, oui, mais certaines plus anciennes que les gens ne connaissaient pas ou qui étaient passées à l'as, mais qui sont des superbes chansons, comme Par hasard et Parasé et d'autres. Et donc on a répété, vraiment c'était un peu comme ça à l'arrache. On a fait 1 heure donc comme ça, en déconnant un peu entre les chansons, enfin... Et ça a super bien marché. Je n'en revenais pas. On s'est bien amusé avec le public, quoi, avec les gens qui étaient là. Et donc on s'est dit après, enfin je me suis dit, mais pourquoi pas en faire un spectacle? C'est formidable de faire connaître ces chansons qui restent dans un tiroir alors qu'elles sont magnifiques. Et on en a fait un spectacle avec les musiciens. Voilà. Qui s'appelait Par hasard et Parasé. Exactement. Et ça a été un spectacle avec une véritable histoire. Vous étiez un personnage, un chanteur de province, je crois. C'est ça, comme on voit, vous savez, souvent pendant les vacances, c'est-à-dire des petits orchestres qui reprennent tous les tubes connus, voilà, mais qui sont, il y a des petits orchestres comme ça, fabuleux, ils sont géniaux, ils jouent très bien, mais ils sont jamais connus, quoi, parce qu'ils font que des reprises. Et là, le thème, c'était... voilà, un chanteur comme ça, qui fait partie d'un petit groupe, qui n'est pas connu, mais ce soir-là, il doit faire du Gainsbourg, parce que le Gainsbourg avait inauguré la salle 10 ans avant, et donc c'est soirée Gainsbourg, et donc mon personnage était celui d'un chanteur qui reprend, voilà, les tubes de Gainsbourg. Oui, et des chansons effectivement peu connues, parce que on oublie que Michel Arnaud a donné sa première chance à Gainsbourg avec Le Poinçonneur de Lilas, qui n'a intéressé personne. Ouais. Et au début des années 60, il s'en est sorti financièrement parce qu'il écrivait des chansons pour les yéyés. Oui, c'est ça. Et après, ça ne marchait pas à l'époque. Ouais. Mais il y a plein de petits chefs-d'œuvre comme Accroche un jambon à ta porte et autres que personne ne connaît. C'est ça. Oui, voilà. Et quelle écriture, quoi. Il avait vraiment le sens de l'écriture. Des mots. Des mots, c'est fabuleux. Vous imaginiez sa postérité? Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui on écouterait encore du Gainsbourg, que les jeunes découvriraient Gainsbourg? Ah c'est comme ça, c'est très bien. Oui, mais vous l'imaginiez quand vous étiez enfant et que vous l'écoutiez? Non, non, je pensais pas à ça. Ouais, Non. mais je crois que lui non plus d'ailleurs. Probablement. Oui. Et Par hasard et Parasé, vous savez qu'il s'est rasé une seule fois à la télévision, dans une émission de Philippe Bouvard qui s'appelait Bouvard en liberté. Avec l'accord de Jane, il est arrivé et en direct, tout en interviewé par Bouvard, il s'est rasé pour la première et dernière fois. Oui. Ah, je connais pas ça. C'est authentique. Et c'est Jane qui avait eu l'idée de lui dire, tu te rases un peu moins tous les 3 jours, tu portes des chaussures répéto. Enfin, le look de Gainsbourg est né de Jane Birkin. Voilà. Eh ben, vous me l'apprenez. Et puis, il y a aussi une autre imitation que vous avez faite, c'est Raymond Barre, je crois. Oh oui, mais alors celle-là, elle est vraiment caricaturale. Hein. C'est-à-dire c'était l'imitation d'une imitation, si vous voulez. C'est-à-dire le type qui se croit très bon en imitation, en fait, il ne fait qu'imiter les autres imitateurs et c'est moyen. Voilà. Et vous imitiez Thierry Leluron ou Pierre Douglas en train de faire Raymond Barre. Oui, voilà. Et comment c'est venu ça? Et pourquoi Raymond Barre? Parce que il était très imité avec ça, il avait une voix très douce comme ça. Donc voilà, c'était pour rire, hein, tout ça.
Oui, mais vous auriez pu faire une carrière d'imitateur, finalement, Philippe Duquesne. Non, pas du tout, pas du tout, non. Et ça, ces imitations-là, c'est vraiment des imitations mauvaises, quoi. Et c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que... C'était pour les Deschiens. Entre autres, voilà. Ouais, c'est ça. Mais on faisait exprès d'être mauvais, comme n'importe qui dans la rue imiterait quelqu'un, mais moyennement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui est étonnant, Philippe Duquesne, c'est que les Deschiens, on vous en parle encore aujourd'hui. Ah, mais c'est fou, ça. Puis de temps en temps, je sais que on me dit, tiens, je t'ai vu dans les... Oui, parce qu'il y a des modes comme ça, des fois ça revient en boucle sur les réseaux sociaux. Tiens, il y a un sketch qui revient à la mode pendant un certain temps. Alors, tout ça, moi, j'avoue que j'en reviens pas, je suis très étonné de ça. Vous avez fait beaucoup d'autres choses et il y a une autre date qu'on va évoquer dans quelques instants, c'est le 1er mars 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Duquesne. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Duquesne. Nous parlerons tout à l'heure de De mauvaise foi, un film qui sort demain sur les écrans et vous avez un rôle important dans cette comédie un peu particulière. Oui. On a évoqué les Deschiens, on a évoqué Gainsbourg et j'ai trouvé une date qui correspond un peu à ce que vous êtes. Le 1er mars 2024, il y a un festival à Carmaux, le festival des seconds rôles, où vous êtes invité au cinéma Clap Ciné. Et on présente les seconds rôles du cinéma et vous en êtes l'un des symboles. Oui, c'est vrai. Que dire voilà, c'est assez juste, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est vrai qu'un festival de second rôle, c'est assez peu connu, c'est assez peu courant. C'est le seul qui existe, je crois, voilà, et ça fait pas très longtemps qu'il existe d'ailleurs, je crois, ce festival. Oui, et je crois que c'est Carmaux, c'est la ville où Jean Jaurès est né. Et d'ailleurs, il y a deux téléfilms sur Jean Jaurès qui ont été tournés à Carmaux. Voilà. Je l'apprends, d'accord. Et je crois que vous étiez cette année-là avec Annie Grégorio. Oui. Et on présentait des films de vous, que vous êtes le second rôle. C'est ça. Alors, finalement, en faisant les seconds rôles, je disais au début de l'émission, vous avez beaucoup plus travaillé que beaucoup d'autres qui font des premiers rôles. Car vous n'avez pas arrêté. Oui, mais oui, forcément, parce que les premiers rôles, c'est pas tous les jours, ça se prépare beaucoup en amont, c'est beaucoup de travail et tout ça. Un second rôle, souvent, moi, on me contacte, je dirais, un mois avant ou 2 mois avant. Est-ce que tu es libre à ce moment-là? Et puis, voilà, si je suis libre, je dis oui, c'est bon, ça marche. Et donc, c'est plus léger, si vous voulez. Donc, on peut en faire beaucoup plus que des premiers rôles dans des longs-métrages, bien sûr. Vous avez tourné près d'une centaine de films. Oui. C'est extraordinaire. Oui, j'en reviens pas moi-même. Alors, il y a quand même un film qui est très très célèbre et que le public connaît, c'est celui-ci. Bienvenue chez les Ch'tis. Oui. Alors, le postier dans Bienvenue chez les Ch'tis, mais ça vous a marqué. Enfin, ça a fait le succès qu'on connaît. Oui. Maintenant, le rôle, moi personnellement, non, ça m'a pas marqué plus que ça, puisque c'est un rôle. C'est plus de la présence qu'un rôle important. Mais il était toujours là. Donc, ce que j'avais à jouer, c'est que ça soit crédible, ce petit postier qui est là, qui fait partie de la bande. Et voilà, c'était un très bon moment à tourner, en tout cas. Oui, puis ça a marqué votre carrière, on vous en parle encore aujourd'hui, ça aussi. Ah les Ch'tis, oui, forcément, oui. Mais c'est pas ce rôle-là qui m'a forcément amené d'autres rôles, si vous voulez. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'il n'avait pas assez de matière à jeu, ce rôle. Et comment vous êtes arrivé dans Bienvenue chez les Ch'tis, qui est dans le Nord, justement, votre région? Bien sûr, je connaissais un peu Dany, comme ça, on s'était croisés de temps en temps. Et puis quand il a préparé les Ch'tis, il m'a demandé, on a discuté, puis il me dit écoute, voilà, je te propose un des rôles des postiers, et puis voilà, ça s'est fait comme ça tout simplement. Mais en plus, il y a une sorte de fraternité du Nord, c'est-à-dire que vous étiez vraiment l'original de l'étape. Oui, mais il n'y avait pas que moi, d'ailleurs. Non, il y avait Lynn Renaud aussi. Il y avait Lynn Renaud, enfin bon, quasiment tout le monde était du Nord, Et c'est bien. C'est bien. Oui. Mais moi, je me souviens, il y avait un restaurant parisien, Le Doyen, où tous les ans, Jacques Duquesne, qui était un journaliste, présidait une réunion des nordistes. Oui, absolument. Vous alliez dans ces dîners? Oui,
Absolument, je sais pas si ça fait quelques années. Ça n'existe plus, je crois. Ah bah voilà, ça n'existe plus. Il y avait Lynn Renault, il y avait Raymond DeVos. Mais, oui, moi, du Chaussois, enfin, il y a tous les gens originaires du Nord, voilà, on se voyait à un grand dîner, et des fois on se connaissait pas, donc Oui. c'était l'occasion de se connaître, et c'était très sympathique. Et d'ailleurs, vous chantiez à la fin, à chaque fois, Mon petit quinquin. Oui, c'est ça. Ça fait partie des traditions du Nord. Oui, si on veut, entre autres, enfin, Mon petit quinquin, oui, on l'a tous chanté dans le Nord, ça c'est sûr. Et Bienvenue chez les Ch'tis, vous imaginiez le succès, là aussi? Personne. Même les producteurs n'imaginaient pas ça. Je crois que personne ne pouvait l'imaginer, puisqu'on a battu tous les records. Nous, en le faisant, on se disait, tiens, c'est pas mal, on avait l'impression de faire une comédie qui allait être sympathique. Oui. Et donc, voilà, ça donnait une très bonne ambiance, on travaillait bien. Mais à la limite, on se disait, allez, si ça fait 2-3 millions, c'est super, quoi. Ça a fait 20 millions. Et ça fait 20 millions, Et plus on de peut 20 millions. l'expliquer ou non? Si on peut l'expliquer, ben, je crois que c'est aussi l'image que pouvait avoir le Nord, et que ce film permet d'avoir une toute autre image, finalement, que l'image cliché qu'on peut avoir dans la tête. Et puis, je pense aussi qu'il y a une très bonne idée qui a été de sortir ce film que dans le Nord-Pas-de-Calais, avant la sortie nationale. Ce qui fait que quand c'est sorti une semaine avant sur toute la France, bah ça a fait tout le monde dans le Nord est allé le voir. Oui. Parce que c'était que pour eux, quelque part. Et ça a créé un buzz, il y a eu 1 million d'entrées dans le Nord-Pas-de-Calais en une semaine. Donc tout le monde s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce film? Ouais, exactement. Mais je me souviens de Danny Boone, le soir de la première, quand il apprend les chiffres, il est non seulement étonné, mais au bord des larmes, parce qu'il ne s'attendait oui. pas à ça. Pas du tout. Voilà. Les producteurs, pareil. Et moi, je tournais à ce moment-là, donc je suis arrivé vers minuit. Et je voyais tout le monde en pleurs. Je dis, qu'est-ce que vous avez? Puis on voyait les chiffres sur le truc. Je dis, bah, c'est bien. Il dit, mais tu te rends pas compte? Et non, je me rendais pas compte, non. Alors, il y a un autre metteur en scène qui a beaucoup compté pour vous, il y en a quelques-uns, c'est Jean-Marc Barr. Oui. Parce que vous avez quand même tourné plusieurs films avec Jean-Marc Barr et il vous a plusieurs fois proposé des rôles. C'est ça. Oui, oui, on s'est connus sur un film que j'avais fait à Los Angeles, avec Frédéric Bourali et Ophélie Winter à l'époque. Oui. Et puis voilà, on s'était bien entendu. Et après, quand il a fait ses propres films, ben voilà, à chaque fois il m'a demandé. Oui. Mais c'est vrai que c'est une fidélité aussi, parce qu'avec vous, on sait que tout tourne rond, que tout va être carré. Peut-être. Oui, j'aime bien faire le mieux possible, quoi. Donc, ouais. Et Jean-Marc Barr est un metteur en scène dont on parle peu, mais je sais que pour les besoins d'un court-métrage, je ne sais pas si vous le savez, de fiction, sur un fond de plongée souterraine, il a appris à maîtriser les techniques de plongée souterraine voici 2 ans pour interpréter les scènes lui-même. Ah non, je ne savais pas. C'était il y a 2 ans. Ah oui? Il va jusqu'au bout de ses rôles. Ah oui. Ça m'étonne pas en même temps. Oui. Et puis il y a Albert Dupontel aussi, Oui. qui vous a engagé. Et ça, c'est pas évident parce qu'il n'est pas facile, Albert Dupontel. Non, il n'est pas facile. Philippe Duquesne. Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Mais parce que Albert, il m'aime bien. Voilà, j'en sais rien. Mais à chaque fois, je sais plus, j'ai dû en faire 4 ou 5 d'Albert. Il aime bien que je sois là. Et moi aussi, j'aime bien. Donc, ça tombe bien. Et puis, mais effectivement, en fait, on dit qu'il n'est pas facile. Il est très exigeant. Mais pour moi, c'est une qualité. Alors, effectivement, sur un plateau, il est très concentré pour arriver à ce qu'il a envie, à ce qu'il a rêvé, quoi. Et donc, moi, j'aime bien ça. Ah oui, c'est la base du travail du metteur en scène. Voilà, exactement. Moi, je me souviens de Francis Weber qui m'a un jour expliqué, quand il écrivait un scénario avant le tournage, il emmenait ses comédiens 8 jours à la montagne pour apprendre les dialogues par cœur, pour que tout se passe bien, Oui, pour avoir la musique dans l'oreille. Oui. Ouais. C'est pas idiot. Et puis, il y a aussi Yolande Moreau. Vous avez tourné avec elle 2 films, donc Quand la mer monte, et là aussi, c'était impossible à refuser. Ah bah oui. Oui, bah bien sûr. Bien sûr, Yo-Yo, c'est une amie, quoi. C'est une grande amie. C'est vrai que dans les Des Chiens, vous étiez totalement complice.
Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Et puis il y a aussi cette série que tout le monde connaît. Scène de ménage. Oui, Scène de ménage, depuis 2011, vous êtes l'ami de José. c'est ça. Voilà. Comment c'est arrivé ça? Eh ben, José, en fait, c'est l'acteur avec qui j'ai tourné. Je parlais du film avec Jean-Marc Barr à Oui. Los Angeles. Frédéric Bourali. Voilà. Et ben, Frédéric Bourali, on s'est connus sur ce film-là. On jouait un couple homosexuel. Et donc, on s'est connus à Los Angeles et on est devenus amis. Et donc, quand il a fait scène de ménage, quand il a commencé à faire scène de ménage, il fallait quelqu'un pour faire son ami. Il m'a proposé. Et puis, comme c'était Fred, je dis OK, d'accord. Et Voilà. ça fait quelques années que ça dure. Ça fait depuis 2011. 2011, oui. Voilà, ça fait bientôt 15 ans. Mais ça, c'est un travail très particulier aussi. Comme tournage, c'est très différent des autres, il faut aller très vite. Oui, il faut aller vite. Donc, mais c'est pas non plus des pages et des pages à apprendre à chaque fois. C'est des petites séquences d'une minute. Donc, ça se met vite en tête et voilà, c'est pas très difficile, quoi. Oui, mais en même temps, Philippe Duquesne, vous vous adaptez à toutes les situations. Maman. Ah oui, mais il suffit qu'on vous demande quelque chose et c'est fait tout de suite. C'est pas si fréquent dans le cinéma ou le théâtre. Je sais pas. Bon, je fais comme je peux. En passant du comique au dramatique, parce qu'il y a un téléfilm, notamment Nos familles, qui a marqué aussi beaucoup de gens. Et là, c'était un drame. Oui. Absolument. Qu'est-ce que je faisais? Vous étiez Paul, le héros, un drame familial autour de l'autisme. Vous vous en souvenez de ce téléfilm? Vous avez tourné ça en 2007. Oh, aïe, aïe, aïe. Vous faites tellement de choses. À la mémoire par moment. Ouais. Et puis il y a aussi le député européen, Michel Speckline, Ah oui, ouais, j'aime bien lui. dans le Parlement. Oui, oui, absolument. Dans la série Parlement, qui a très bien marché. Et on comprend pourquoi. Parce que moi, au départ, quand on me l'a proposé, je me suis dit, vous voulez faire une série sur le Parlement? Bon, ça va être marrant. Moi, j'étais pas chaud du tout. Et finalement, en lisant le scénario, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'humour. Et en plus, que c'était assez proche de la réalité. Et donc là, j'ai dit oui tout de suite, parce que même les députés regardaient et tout ça. Enfin, ça a très bien marché. Puis moi, j'avais un rôle qui me plaisait beaucoup, c'est-à-dire un député qui va un peu là parce qu'il faut y aller, mais bon, il y connaît pas grand-chose, mais bon. Alors que c'est d'actualité, hein, finalement. Quand je vous dis qu'on est proche de la réalité. Et puis, il y a eu aussi le film de Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles, Oui. où vous avez aussi un rôle dans alors, un univers très différent. Ah bah oui, là, c'est un rôle de soldat de la guerre 14 et oui, j'avais bien aimé ce film parce que le décor était tellement extraordinaire, on tournait dans des vraies tranchées, quoi, reconstituées. À perte de vue, c'était, on y était, quoi, on y était vraiment et c'était pas un rôle bavard, mais un rôle fort d'expression, si vous voulez. Il vous est arrivé, je crois, de refuser des rôles en disant quelqu'un d'autre pourrait le faire mieux que moi. Oh, j'ai pas d'idée là, mais Non, c'est possible, oui. Oui, mais c'est vrai, parce que on vous propose plein de choses et vous faites très attention. Il y a une sorte de modestie de votre part aussi. Ben, c'est-à-dire que j'ai envie de faire ce qui me plaît, dans la mesure du possible. Oui. Et si je sens que c'est pas vraiment pour moi, ou que je le ferai, c'est pas, moyennement, ou que je le sens pas trop, ouais, non, je préfère pas le faire. Vous avez suffisamment de choses à faire et justement, on va évoquer dans quelques instants ce film qui sort demain, le 7 mai 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Duquesne. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Duquesne. On a évoqué votre long parcours avec Les Deschiens, avec Scène de ménage, tous les films que vous avez tournés, Bienvenue chez les Ch'tis. Et puis, vous êtes de nouveau au cinéma demain avec ce film qui sort et qui s'appelle De mauvaise foi et dont voici la bande-annonce. J'ai invité Elliot pour le déjeuner. C'est qui? Elliot. Ah, Elliot. Quelle belle idée, ma chérie. Réginald, il faut que tu lui parles avant qu'il ne soit trop tard. Le Rosé Lune ne vous convient pas, Blandine?
Alors, c'est une comédie où la foi et la religion sont très présentes et de façon assez longue. Oui, oui, parce que c'est une histoire, sans vouloir tout divulguer, mais c'est une histoire d'héritage qui peut se faire si la personne qui hérite est catholique. Oui. Et réellement catholique. Donc ça crée des situations, voilà, qui peuvent être drôles. Et enfin, souvent, moi, ce qui m'a plu dans le scénario, c'est que souvent, quand on parle de foi, qu'on parle de religion, c'est pas vraiment le premier sujet de plaisanterie qu'on peut avoir. Hein, on ne plaisante pas avec ça, normalement. Bon, et quand j'ai lu le scénario, ben, ça m'a fait rire. Et j'ai enfin un film, voilà, on peut rigoler de la foi. Du coup, ce thème est abordé, je dirais, de façon légère. Et puis, voilà. Et après, les gens peuvent se poser des questions ou non. Mais enfin, ils en font ce qu'ils veulent. Mais c'est d'abord une comédie avant d'être un film dogmatique sur la foi, quoi. Oui, c'est oui, d'abord une comédie. Hein. Ben oui, alors en plus je crois qu'au départ c'est un notaire qui est joué par Pascal Demolon, Oui. qui a des travaux dans un château de famille à restaurer, C'est ça. et pour ça il faut s'emparer d'un héritage. Voilà. C'est-à-dire et c'est là où la seule façon c'est de trouver un fiancé honorable à sa fille. C'est ça. Voilà, non, l'héritier. Ouais. Mais il doit être catholique. Voilà. Et, C'est la condition. voilà. Et donc Pascal Demolon est le notaire et vous êtes le clerc de notaire. C'est ça. C'est-à-dire, je suis son bras droit. Mais en fait, je fais partie. On est amis. C'est plus une relation amicale que de travail. Je fais partie de la famille quasiment. Toujours là. Et j'essaye de l'aider de mon mieux. Mais je dirais que je suis pas forcément l'homme le plus adroit du monde, quoi. Non, mais vous voilà. êtes là, voilà. Voilà. Mais d'ailleurs, on vous voit dans un grand bureau très très chic. Le décor est assez somptueux. Ça fait vraiment bureau notarial. Oui, tout à fait. Oui. Vous savez qu'il y a un clerc de notaire qui est devenu un grand comédien, qui a commencé dans ce métier-là avant de devenir chansonnier et comédien. C'est Raymond Souplex. Les 5 dernières minutes, il a débuté dans sa vie comme clerc de notaire. Ah, c'est drôle. Et pour jouer Souplex. Pour jouer ce rôle, vous avez vu des notaires ou c'est venu comme ça spontanément? Oh non, c'était écrit, et donc voilà, moi j'ai joué les situations. C'est surtout le personnage que je devais interpréter. C'était pas une fonction à interpréter, c'est plus un personnage maladroit. Voilà, c'est plus ça que je devais chercher. Et puis, l'image du clerc de notaire, c'est un monsieur avec des petites lunettes et une blouse et un costume très strict. Oui. Vous êtes en rose ou en bleu selon les situations. Ben voilà, ça dépend des situations. Alors lui, il pense que pour faire chic, il vaut mieux être en rose, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Il est toujours comme ça, un peu à côté de la plaque. Complètement. Ouais. Mais un clerc de notaire en bleu Michou, on l'a rarement vu. Oui, absolument. C'est sa notion du chic. Voilà. Et le bleu Michou, c'est né tout simplement parce qu'un jour, il s'était habillé en rose, Michou, il trouvait que ça ne lui allait pas. Il a vu les Schtroumpfs à la télévision, il a dit « je vais m'habiller en bleu ». Non. Si, c'est comme ça que c'est né. C'est drôle, hein. Des fois, comment on laisse les choses, alors là... Bleu Michou, c'est les Schtroumpfs. Oui, d'accord. Alors, Pascal Demolon, je crois qu'au départ, le film, c'est un premier film, je crois. Oui. Le metteur en scène n'a jamais fait de cinéma. En tout cas, de cinéma... de long métrage. Exactement. Il avait fait des courts métrages. C'est Albéric Saint-Martin. Et voilà, qui avait plu à la maison de production, Sage. Et du coup, ils lui ont demandé de réaliser son premier long. Ils lui ont proposé. Et il a engagé Pascal Demolon, qui est devenu célèbre, je crois, avec un film qui s'appelait Radio Star, qui a marqué le public. Oui. Et après, ils ont pensé à vous. C'est ça. Voilà, pour faire son compagnon, son ami. Et il se trouve que avec Pascal, on se connaît bien, puisqu'on a fait, je sais plus, 5 ou 6 films déjà ensemble. Donc, pour jouer le rôle d'un ami, c'était le cas. Donc, et bon, voilà, naturellement, ils me l'ont proposé. Et puis, moi, de retourner avec Pascal, ça me plaisait aussi beaucoup. Donc, voilà, je dis oui. Il y a une complicité immédiate quand on a tourné avec quelqu'un? Pas forcément. Faut-il encore s'entendre avec cette personne? Voilà, mais Mais là, avec Pascal, c'est
absolument immédiat, quoi. On n'a même pas besoin de se parler. Un regard suffit, on se comprend. Alors, le thème du film aussi, de ce film de mauvaise foi, c'est prendre une mauvaise route pour permettre de rencontrer des gens. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que des fois, si on veut être très sérieux, c'est-à-dire non, il vaut mieux pas faire ça. Bon, bref. Et si pour s'arranger, on prend une route qu'on ne devrait pas prendre, peut-être qu'au départ c'est pas bien, mais cette mauvaise route peut-être permet de faire des rencontres qu'on n'aurait jamais fait si on n'avait pas pris cette route. Donc voilà, quoi, c'est comme le destin, quoi, si vous voulez. Et vous avez tourné, Pascal Duquesne, ce film de mauvaise foi dans... Bon, Philippe Duquesne, pourquoi je dis Pascal Duquesne? Philippe Duquesne, Ouais. dans un lieu magique qui est la basilique de Paray-le-Monial. Oui, oui. Je crois qu'il y a 450 000 touristes par an. Ah oui, oui, absolument. Oui, oui, il y a des pèlerinages. Je savais pas, moi je connaissais pas en fait avant, et en fait c'est un lieu très, très important, voilà, pour les catholiques. Et tourner dans une basilique, c'est pas évident, il faut des autorisations. Oui, alors ça, je sais pas comment. Vous avez pu tourner? Oui, oui, oui. Mais je pense aussi, parce que le film traite en partie de la foi. Je pense que ça a dû jouer sur le fait qu'ils acceptent qu'on tourne. Et Paray-le-Monial, il y a quelqu'un de très célèbre qui est né dans la maison du garde-barrière, parce que son père était garde-barrière, c'est Jacqueline Maillan. Elle est née au passage à niveau de Paray-le-Monial. C'est pas vrai. Si, si. Et il y a une plaque là-bas en disant Ah oui Jacqueline Maillan est née ici. À c'est quelques drôle. dizaines de mètres, centaines de mètres de la cathédrale. D'accord. Ah, c'est drôle, je savais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des scènes chantées dans ce film. Des scènes chantées chorales, un petit peu comme dans les églises. Oui, attendez. Il y a notamment une chanson qu'on entend et que Hugo Frey avait créée. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Cette chanson est présente dans le film. Oui, oui, absolument. C'est une chanson enfantine qui est traduite d'un négro spirituel et que les scouts ont repris dans leur répertoire. Oui, Et elle est dans le film. c'est ça, exactement, parce que Pascal Demelon doit faire disons, une animation pour les enfants, et voilà, il se lance là-dedans, mais il n'est pas vraiment chanteur ni musicien. Donc ça donne une version vraiment très particulière. Exactement. Mais d'un classique en tout cas. Voilà. Alors effectivement, il y a ce côté, cette réflexion sur la foi, elle peut aussi toucher beaucoup de gens qui, en dehors de la comédie, auront autre chose dans ce film. C'est ça. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est évoqué, évidemment. Il y a des scènes très concrètes, forcément. Mais ça n'est pas du tout, comme dirait Pascal, le guide du routard du bon catholique. C'est pas ça du tout. C'est pas dogmatique. C'est traité de façon légère. Voilà. Et donc, après, chacun le prend comme il le veut. Et vous-même, votre réflexion sur la foi, Oui. est-ce que ça vous a touché particulièrement ce film? C'est quand même un vrai sujet, hein, profond, important, et évidemment de baigner dans cette atmosphère où, par exemple, dans l'hôtel, il y avait beaucoup de prêtres, et quelque part, ça vous inonde un peu, c'est-à-dire que ça donne une ambiance très particulière, une espèce d'ambiance de quiétude, comme ça, et donc ça interroge, oui, bien sûr. Et ça interroge même en dehors des plateaux, on se dit mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond la foi? Oui, bien sûr, exactement. Et il y a un critique qui a écrit, c'est un match des cathos contre les bobos. Ah bon? Oui. D'accord. Je sais pas. Bon, C'est-à-dire que c'est dans l'air du temps aussi, ce sujet. Oui. Oui, je sais pas quoi vous dire là-dessus. Et il y a un critique étonnant, j'ai vu une critique sur Internet, le diocèse de Monaco, qui recommande ce film parce que pour une fois, les cathos sont au service des cathos dans ce film. Ah d'accord, ok. Bon, très bien. Et c'est vrai que c'est une façon aussi de défendre la religion catholique et de la mettre en avant. Oui, si on veut, mais en même temps,
ce qui est bien, c'est que on voit aussi les défauts, par exemple, de Pascal, qui n'est pas sûr d'avoir la foi, qui devient un peu par arrangement. Oui. Bon, voilà, c'est tout ça qui est drôle et qui peut exister. Voilà, c'est la façon dont c'est traité. L'avant-première a eu lieu, je crois, au Festival de l'Alpe d'Huez, Oui, qui est un Oui. festival de cinéma d'humour. c'est ça. Et ouais, c'était formidable parce qu'en plus, comme ils nous ont choisi assez tard, le film, il n'y a pas si longtemps qu'on l'a fait, donc forcément le film a été fini peu de temps avant l'Alpe d'Huez, et donc la sélection était déjà faite, et donc on a été pris quand même, mais hors sélection, hors compétition, ce qui fait qu'on est allé là-bas vraiment les mains dans les poches. Voilà, on n'attendait pas de prix puisqu'on était hors compétition. Alors, ce qui est étonnant aussi, Philippe Duquesne, c'est que avant d'être l'Alpe d'Huez, ce festival était à Champs-Rousse, et le premier film dans lequel vous avez tourné, qui s'appelait Le Coup Suprême, eh bien, il a eu le prix de la critique au Festival d'humour de Champs-Rousse. Ben, je ne savais pas. Voilà, car vous avez débuté dans ce film. Absolument. Un film de Jean-Pierre Sentier, Tout à fait. que j'aimais beaucoup. Et voilà, je crois qu'il avait fait 2 ou 3 films. Il était comédien avant tout, Exactement. Jean-Pierre Sentier. Il était un comédien formidable. Et mais je savais pas Et qu'il ce avait film a un prix. obtenu curieusement un prix à Champs-Rousse et un prix à Cannes aussi. Oui. C'était un film très particulier. Très. Oui, parce que ça se passait sur le une péniche sur la banquise. Mais la banquise, en fait, c'était sur la Seine à Paris, et tout était blanc. Et des draps partout. Et non, mais c'est un film poétique et très particulier. Moi, j'ai un très bon souvenir de ce film, un ovni quelque part. Ce qui est étonnant avec vous, c'est que vous avez joué à peu près tout ce qui est possible d'imaginable au cinéma et aussi au théâtre, mais au théâtre public, car vous êtes passé au théâtre public de Feydeau à Tchekhov et à Beckett. Oui, Là absolument. aussi, c'est très particulier. Ah oui, Beckett, Feydeau, tout ça, c'est... Oh là là, moi j'aime beaucoup, mais c'est pas évident. Hein. Non. Oh là, Feydeau, on croit que c'est facile. C'est très... Si on veut que ce soit bien fait, oh là, Feydeau, c'est une mécanique, c'est une horlogerie qui n'admet pas la moindre erreur. Mais comment on fait pour passer justement du cinéma de Bienvenue chez les Ch'tis, la scène de ménage, à Beckett? C'est pas évident. Non, mais enfin bon, je dirais que je fais les choses au moment où je les fais, quoi. Et donc, une fois que j'ai terminé quelque chose, je peux passer à autre chose en me concentrant là-dessus. Et puis comme j'ai toujours fait du théâtre, vous voyez, c'est pas... ça fait partie de moi, quoi. Donc, c'est pas une difficulté... Majeur. non. Et quand vous avez débuté, donc, est-ce que vous pensiez qu'aujourd'hui vous en seriez là, avec autant de rôles et autant de palmarès? Franchement, non. Non, moi, ce que j'espérais, c'est de pouvoir vivre de ce métier. Oui. Voilà. Je me disais, si je peux vivre en faisant l'acteur, en jouant, ce serait génial. Eh bien, donc, vous êtes comblé au-delà de vos espérances. Oui, c'est ça. Oui, Et ça vraiment. va continuer. J'espère. Vous avez beaucoup de rôles en perspective, non? Quelques-uns, oui. Voilà. Pour l'instant, le film à voir qui sort demain, c'est De mauvaise foi, avec Pascal Demolon et vous, Philippe Duquesne. Et puis, continuez ainsi avec votre bonne foi, si j'ose dire. Oui, merci beaucoup, Jacques. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.